Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma crypte où je vous propose de soulever les pierres sépulcrales pour découvrir les mystères et légendes de la nuit. Alors préparez-vous un café bien serré, blottissez-vous contre votre doudou préféré et découvrez avec moi les histoires lugubres de bien sombres personnages. Le mythe du lycanthrope ou loup-garou naît dans des temps immémoriaux et se retrouve dans toutes les cultures à travers le monde. Nourri de l'imaginaire populaire, l'existence d'êtres humains ayant la capacité de se transformer en loup se répand dans les légendes mythologiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Cette terrifiante créature anthropomorphe, mi-homme, mi-loup, incarnant les peurs ancestrales de l'humanité, mais traduisant aussi ses côtés les plus sombres, fait encore partie aujourd'hui des êtres surnaturels les plus populaires de notre culture fantastique. Les histoires de loups-garous ont émergé dans les cultures indo-européennes où de tout temps, des gens ont craint les loups alors fort nombreux et principaux prédateurs de ces régions. L'homme, depuis toujours fasciné par cet animal, l'associait à la nuit et à la mort. Bien avant l'Antiquité, les attaques de loups sur l'homme, pourtant très rares, frappent l'imaginaire populaire, et il était courant de croire que des personnes victimes d'une malédiction pouvaient être transformées en loups ou en créatures hybrides. Les épidémies de rage, aux symptômes impressionnants, ont aussi pu participer à la propagation du mythe. Symboliquement, le loup-garou incarne donc la face sombre de l'espèce humaine, la cruauté innée de l'homme, libre des contraintes que la civilisation tente de lui imposer. Si les origines du loup-garou sont incertaines et difficiles à retracer avec précision, plusieurs légendes ont cependant tenté d'expliquer l'existence de cette créature. Les mythes de l'Antiquité grecque racontent par exemple l'histoire de Lycaon, présenté par Ovide comme un barbare impie, mais par d'autres auteurs comme le roi civilisateur de l'Arcadie. Il donna aux habitants sauvages de cette contrée les premiers éléments de civilisation, des lois et un culte dédié à Zeus. Mais sur l'autel du roi des dieux, Lycaon immolait des victimes humaines. Lorsque Zeus apprit les horreurs commises en son nom, il voulut les constater de ses propres yeux. Il se déguisa en homme et demanda l'hospitalité à Lycaon, un devoir alors sacré. Mais le peuple le reconnut et se mit à lui rendre hommage. Le roi d'Arcadie se moqua de ses prières et jura de découvrir si l'étranger était bien roi des dieux ou simple mortel. Tout en prévoyant de le faire assassiner pendant son sommeil, Lycaon fit dresser un grand banquet. Ovide raconte la suite dans ses Métamorphoses de la bouche même de Zeus. De son épée, Lycaon égorge un otage envoyé de la cité des Molosses, attendrit dans l'eau bouillante une partie de ses membres encore palpitants et fait rôtir le reste sur la flamme. Dès qu'il eut fait servir ce plat à table, moi, d'un feu vengeur, je fis s'écrouler sur lui sa maison. Effrayé, il s'enfuit, et après avoir gagné la campagne silencieuse, se met à hurler. C'est en vain qu'il tente de parler. Toute sa rage, il la concentre dans sa bouche. Son désir habituel de carnage, il l'exerce contre les troupeaux. Et maintenant encore, il se complaît dans le sang. Ainsi, la métamorphose imposée à Lycaon par Zeus se veut en cohérence avec la cruauté et la barbarie dont a fait preuve le roi d'Arcadie. Le loup-garou représente donc dès l'origine la barbarie et l'animalité primordiale des hommes. L'obscurantisme du Moyen-Âge va développer le mythe de la créature fantastique dans toutes les cultures. Le folklore nordique, par exemple, fait référence à des hommes transformés en loup-garou dans la Volsunga saga, une épopée du XIIIe siècle. Lors d'une promenade en forêt, Sigmund et son fils Sinfjotli découvrirent dans une cabane des peaux de loup. Ils s'en vêtirent, mais les peaux ensorcelées transformèrent les deux hommes en loups. Le sortilège dura 10 jours, pendant lesquels ils hurlèrent dans les bois, chassèrent avec avidité et commirent de nombreux carnages. Au 10e jour, ils retrouvèrent leur apparence humaine et détruisirent les peaux par le feu,
se libérant ainsi de la malédiction de la lycanthropie. En France, le terme loup-garou est attesté dès le XIIe siècle sous les formes Leus Warus, Garwalf ou Garwulf, issu du francique Warywolf ou de l'anglais werewolf, littéralement homme-loup. Le mot français actuel est donc un pléonasme puisque garou signifie déjà homme-loup. C'est aussi le cas du mot lycanthrope, composé du grec lukos, le loup, et anthropos, l'homme. Sous l'Ancien Régime, le qualificatif garou s'emploie pour caractériser un type particulier de loup qui s'attaque à l'homme, un loup anthropophage, dont on doit se garer, se méfier, et par conséquent, un loup étrange par son comportement déviant. Si le XVIIIe siècle tente par la voie des philosophes des Lumières d'expliquer plus raisonnablement l'existence d'une telle créature, les croyances populaires sont tenaces, et l'histoire de la bête du Gévaudan contribua aussi à répandre le mythe du loup-garou. Créature légendaire qui aurait terrorisé la région du Gévaudan en France entre 1764 et 1767, la bête est décrite comme un loup de taille gigantesque qui aurait attaqué férocement et tué plus de 100 personnes. Mais ce qui la rapproche le plus du mythe du loup-garou est plutôt son comportement, car la bête semblait particulièrement puissante, agile et rapide, décapitant certaines de ses victimes et survivant aux balles des chasseurs. C'était aussi une créature dotée d'une intelligence presque humaine, parvenant à échapper aux battus et à perpétrer ses attaques pendant plus de 2 ans. Certains ont suggéré que la bête était en fait un hybride de loup et de chien, mais la véritable identité de l'animal n'a jamais été confirmée, nourrissant à son tour le mythe du loup-garou. Le loup-garou est un être humain capable, volontairement ou non, de se transformer en loup ou en créature hybride mi-homme, mi-loup. Selon les légendes, cette transformation peut être causée par une malédiction, la morsure d'un autre loup-garou, une pratique de sorcellerie ou par le fait de naître avec cette capacité. Les lycanthropes sont majoritairement décrits comme des êtres maléfiques, possédant à la fois les capacités du loup et de l'homme. Une force colossale et une grande férocité puisqu'ils sont capables de véritables massacres en une seule nuit, mais aussi une intelligence hors du commun. Et même si cela peut varier, les loups-garous se rappellent rarement leurs méfaits nocturnes après avoir repris forme humaine. Si les récits divergent parfois, la métamorphose se déclenche généralement à chaque pleine lune, condamnant le lycanthrope à errer sous forme de loup jusqu'au matin, et parfois pendant plusieurs jours, ou jusqu'à ce qu'il retrouve un objet magique. Lorsqu'elle est décrite, la mutation de l'homme en bête féroce se produit dans d'atroces souffrances qui résultent des déformations physiques engendrées par la transformation. La forme de cette créature est généralement plus grande et plus musclée que celle d'un loup, avec des pattes puissantes, des griffes acérées et une fourrure épaisse, hirsute ou au contraire dépourvue de poils. Le regard du loup-garou fige de peur ses proies et sa gueule énorme s'ouvre sur des dents tranchantes. S'il court comme un animal sur ses 4 pattes, c'est comme un homme sur ses 2 jambes qu'il attaque généralement ses victimes. Sous l'effet de la pleine lune, les instincts féroces de l'animal se libèrent et le loup-garou perd tout contrôle, tuant quiconque croise son chemin. Un loup-garou n'a pas le choix. À chaque pleine lune, quand il se transforme, il ne se souvient plus qui il est. Il tuerait son meilleur ami s'il le croisait. Pour se débarrasser de la créature, chaque époque propose sa méthode. Le folklore médiéval conseille la destruction par le feu de la peau du loup-garou, que l'on considère plutôt comme victime d'un enchantement. Puis le christianisme, diabolisant la bête, préfère user d'eau bénite, de crucifix et d'exorcisme, quand les pauvres accusés ne sont pas torturés ou brûlés vifs. Enfin, l'époque moderne, qui associe de plus en plus loup-garou et vampire, recommande poignards ou balles en argent pour éliminer le monstre. Au gré des cultures et des régions du monde, les légendes sur les loups-garous sont également très diverses, mais toujours associées à des craintes et des superstitions entourant les prédateurs, la lune et les forces mystérieuses de la nature. Les Amérindiens, par exemple, ont une légende similaire à celle du loup-garou. Le Yinaldo Shihai, traduit par skinwalker ou marcheur de peau, est un chaman malveillant
capable de se transformer en animal, notamment en loup ou en coyote. En Asie, les légendes de lycanthropes sont moins courantes, mais existent néanmoins. Au Japon, le kitsune est une créature capable de se transformer en renard anthropomorphe, ayant une apparence très similaire à celle du loup-garou. La légende de Kaibyo raconte aussi la métamorphose d'une femme-chat, à peu près similaire à celle de la Catwoman américaine, où l'esprit de l'animal passe dans le corps d'une victime assassinée et le transfigure pour lui permettre de se venger. Les histoires à propos d'humains possédant un pouvoir de métamorphose animale dépendent souvent de la faune locale. En Norvège, on trouve des ours-garous, comme le berserk des mythologies germaniques, un guerrier ours surpuissant qui a donné l'expression anglaise to go berserk, qui signifie familièrement devenir fou furieux ou perdre le contrôle de soi. En Afrique, il existe des légendes d'hommes chacals, de lions, hyènes ou crocodiles-garous, tout comme on trouve chez les Inuits l'existence d'hommes caribous et en Extrême-Orient d'hommes tigres. Mais l'omniprésence du loup et ses méfaits au Moyen-Âge ont forgé l'image mythique du loup-garou, et c'est pourquoi cette forme de varouisme a supplanté toutes les autres. À partir du XVIe siècle, avec les progrès de la science, les médecins commencent à délaisser la version diabolique de la créature pour se pencher sur des symptômes psychiques, afin de proposer une version plus rationnelle du loup-garou. La lycanthropie désigne ainsi une maladie psychiatrique où le patient pense pouvoir se transformer en loup et se comporte comme tel. L'hypertrichose, un dérèglement génétique se manifestant par une importante pilosité, notamment sur le visage, semble aussi une piste pour retrouver les origines d'un tel mythe. Et si la plupart des gens ne croient plus au loup-garou de nos jours, certaines légendes modernes, comme celle du Dogman aux États-Unis, montrent que la créature anthropomorphe hante toujours l'imaginaire populaire. Si la première mention littéraire de transformation d'homme en loup est attestée dans une épopée mésopotamienne de l'âge de bronze, ce personnage devient plus présent dès l'Antiquité, et sa légende se répand au Moyen-Âge. Mais il faudra attendre le XIXe siècle pour que le loup-garou apparaisse dans la littérature comme source d'inspiration centrale. C'est en effet dans une des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, qu'un scribe mentionne pour la première fois la métamorphose d'un homme en loup. Cette œuvre de la civilisation babylonienne du 2e millénaire avant Jésus-Christ raconte les aventures de Gilgamesh, un héros légendaire comparable à Héraclès. Dans cette épopée, il refuse les avances d'Ishtar, déesse de l'amour et de la fertilité, car il craint qu'elle ne le transforme en loup-garou comme l'un de ses anciens prétendants. Dans l'Antiquité, le philosophe Eucrate aurait le premier dépeint un loup-garou, et à sa suite Hérodote, Platon, Virgile, Ovide, Pétrone. Dans le Satyricon, ce dernier évoque le versipel, que l'on peut traduire par « qui retourne sa peau », une créature qui cache sa fourrure sous sa peau d'homme, la retournant pour se transformer. On y trouve aussi le motif du vêtement enchanté caché sous une pierre, qui deviendra récurrent au Moyen-Âge. Pendant la période médiévale, le loup est un prédateur connu, mais n'est pas encore haï et craint comme il le sera par la suite, tout comme le loup-garou n'est pas encore le monstre sanguinaire et démoniaque qu'en fera le christianisme. C'est le cas dans le lait de Bisclaveret de Marie de France, qui raconte l'histoire d'un chevalier loup-garou. Soupçonné d'infidélité par sa femme, car il s'absente sans explication 3 jours par semaine, Bisclaveret avoue qu'il part dans la forêt, où il se métamorphose en loup, cachant sous une pierre creuse ses vêtements qui lui permettent de retrouver forme humaine. Sa femme, horrifiée, promet sa main à un chevalier épris d'elle si celui-ci parvient à dérober les vêtements, condamnant Bisclaveret à rester loup pour toujours. L'amant s'exécute et l'on conclut à la mort du mari. Mais un an plus tard, lors d'une partie de chasse, le roi capture un énorme loup. Alors qu'il s'apprête à tuer la bête, celle-ci s'incline respectueusement devant lui, ce qui intrigue tout le monde, et le souverain décide de la prendre sous sa protection. Quelque temps plus tard, pendant un banquet auquel la femme de Bisclaveret et son nouvel époux sont conviés, le loup attaque le chevalier, puis la dame, à laquelle il arrache le nez. Elle avoue tout
et Bisclaveret récupère ses vêtements et son apparence, alors que le chevalier et la dame sont exilés et ne donneront naissance qu'à des filles sans nez. Le développement de la religion chrétienne va relier progressivement le loup à l'occulte et en faire une créature au service du diable. Les procès en sorcellerie de l'Inquisition condamnent ainsi de nombreux prétendus loups-garous, comme Peter Stump, un fermier allemand exécuté en 1589 après avoir avoué sous la torture être un tueur en série cannibale. Il admit pratiquer la magie noire depuis ses 12 ans, confessa tenir du diable une ceinture magique lui permettant de se métamorphoser en loup, et reconnut avoir dévoré sous cette forme 14 enfants, dont son propre fils, ainsi que 2 femmes enceintes et leur fœtus. Il fut exécuté par le supplice de la roue, les membres brisés, écorchés vifs, décapités puis immolés sur un bûcher. Les autorités érigèrent la roue de torture surmontée d'une figure de loup et de la tête tranchée de Stump pour l'empêcher de ressusciter sous sa forme animale. La tradition orale va à son tour développer le mythe du loup prédateur qui nourrira plus tard les contes traditionnels comme le grand méchant loup des 3 petits cochons ou le loup prenant une apparence humaine dans le petit chaperon rouge. Mais dès le XVIIIe, le loup-garou s'éloigne peu à peu de la croyance séculaire en une créature diabolique. En 1710, l'abbé Bordelon publie l'Histoire des imaginations extravagantes de Monsieur Hulf, où il émet l'hypothèse que la lycanthropie serait plutôt le résultat d'un déséquilibre mental. Monsieur Hulf, après une soirée arrosée, se déguise en ours pour effrayer sa femme. Mais terrassé par la fatigue et la boisson, il s'endort et se réveille quelques heures plus tard complètement désorienté, persuadé qu'il est devenu un loup-garou. Dans ce récit, Bordelon est loin du mythe classique et sa vision cartésienne renvoie plutôt aux excès du corps et à la faiblesse de certains esprits. Le mythe va néanmoins perdurer dans l'imaginaire du XIXe siècle, où la métaphore du loup-garou incarne la part d'ombre de l'humanité. Dans Hugues le loup, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian développent une ancienne légende alsacienne. Dans le château de Nideck, dont les hautes tours émergent de la brume, un comte, gravement malade d'une étrange rage, est à l'aube d'une nouvelle crise qui pourrait lui être fatale. Fritz, un jeune médecin, brave la neige pour lui venir en aide, traversant les montagnes hostiles et la forêt noire, dans laquelle il croise une vieille femme, que son guide présente comme la peste noire, et qui semble étrangement liée à la maladie du comte. Lorsque Fritz le rencontre, ce dernier lui fait une impression étrange. La peur s'empare peu à peu de lui, mais il découvre le secret du comte et l'en libère. Une structure romanesque similaire sera d'ailleurs reprise avec le mythe du vampire par Bram Stoker dans Dracula. Le XXe siècle va ensuite développer les représentations de la bête. Dans Le Loup-garou en 1947, Boris Vian inverse le processus de transformation et narre l'histoire de Denis, un loup menant une vie paisible jusqu'au jour où il se fait mordre par un mage, se révélant être un loup-garou. Un matin de pleine lune, il se réveille transformé en homme et découvre ainsi la nature humaine. Tolkien reprend le mythe dans le Silmarillion en mentionnant les loups-garous comme des créatures féroces possédées par des esprits terrifiants du premier âge de la Terre du Milieu, au service de Sauron, alors grand lieutenant et plus terrible des serviteurs de Morgoth. On trouve aussi des lycanthropes dans plusieurs romans de Stephen King, comme L'année du loup-garou, où les apparitions de la bête, chaque mois durant une année, coïncident avec les dates symboliques du calendrier américain, comme l'Independence Day, Thanksgiving ou Halloween. Dans la saga Harry Potter, J.K. Rowling aborde la question des loups-garous dans le 3e tome, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, dans lequel un professeur de Poudlard, Rémus Lupin, tente de faire accepter sa lycanthropie parmi les sorciers. Au tome 5, on apprend que c'est Fenrir Greyback, un loup-garou partisan de Voldemort, qui est à l'origine de sa transformation. Dans la série des Twilight, de Stephenie Meyer, les loups-garous descendants d'Amérindiens Quileute sont dotés d'une force phénoménale qui leur permet de se mesurer aux vampires, et d'attributs inédits comme la transmission de pensées. Se transformant à volonté en conservant leur conscience humaine, ils peuvent néanmoins se métamorphoser et perdre le contrôle d'eux-mêmes sous l'effet de la colère. Depuis 2002, Laurel K. Hamilton met en scène dans la série littéraire Anita Blake
une nécromancienne vivant dans une Amérique où la population cohabite avec des vampires, zombies et autres monstres. Elle rencontre d'ailleurs le chef de meute des loups-garous, avec qui elle entame une relation amoureuse. Anne-Catherine Ott et Isabelle Bautian reprennent enfin le mythe antique du lycanthrope dans Versipel, où le jeune viking Harding, après avoir lâchement assassiné Gunulf, un meneur de loups, s'empare de sa peau de versipel et la revêt, s'appropriant ainsi ses facultés. À travers le mythe du loup-garou, la littérature permet ainsi d'interroger les peurs ancestrales, mais aussi les côtés les plus sombres de l'humanité, tout comme les œuvres cinématographiques qui se multiplient au XXe siècle. Le loup-garou est en effet devenu l'une des créatures légendaires les plus représentées dans les œuvres de fiction moderne. Dès 1913, Henry McRae réalise le court-métrage The Werewolf, dans lequel il met en scène pour la première fois un lycanthrope sur grand écran, une jeune squaw Navajo revenant à la vie sous forme de loup pour traquer la réincarnation de son assassin. Malheureusement, le film fut perdu, toutes les copies ayant été détruites dans un incendie. Le film muet Wolfblood de George Chesebro et Bruce Mitchell est donc le premier film de loup-garou dont on a conservé des images. Un médecin sauve un bûcheron canadien battu et laissé pour mort dans la forêt par des rivaux en lui transfusant du sang de loup. L'homme survit mais commence à faire des rêves dans lesquels il court avec une meute de loups fantômes alors que certains de ses rivaux sont justement tués par ces bêtes. En 1935, Stuart Walker est le premier à représenter un loup-garou dans un film parlant, Le Monstre de Londres. Il met aussi la pleine lune au centre du processus de transformation. Dans The Wolfman, en 1941, George Wagner met en scène un homme perverti par la morsure d'un loup. Malgré des effets spéciaux encore balbutiants, ce film d'horreur marque un tournant dans le cinéma lycanthrope, car le monstre hybride devient véritablement impressionnant pour les spectateurs d'alors. An American Werewolf in London, réalisé par John Landis, est un vrai succès critique et commercial. Maquillage et effets spéciaux sont particulièrement plébiscités, et le film obtient le tout premier Oscar du meilleur maquillage décerné par l'Académie. Dans Wolf de Mike Nichols, la dualité du monstre rend fou le héros, tiraillé entre les instincts de la bête qui a soif de liberté et sa personnalité profonde, très éloignée de la sauvagerie, le tout magistralement incarné par Jack Nicholson. En 2002, Neil Marshall propose Dog Soldiers, dans lequel l'armée américaine découvre des loups-garous et décide de les capturer pour s'en servir comme arme, évitant ainsi les morts inutiles parmi leurs compatriotes. Mais ils sont rapidement confrontés à l'esprit assoiffé de sang qui habite ces créatures et rend toute tentative de les commander vaine. Dans Van Helsing de Stephen Sommers, le chasseur qui poursuit des créatures fantastiques se fait mordre et contaminer par le virus de la lycanthropie. À la pleine lune, il se transforme, mais choisit de maîtriser ses instincts et de s'en servir pour faire le bien. Les adaptations de sagas littéraires telles que Twilight ou Harry Potter représentent chacune à leur façon cette créature fantastique, comme un loup surpuissant ou en insistant sur son anthropomorphie. Le loup-garou est d'ailleurs souvent lié à l'adolescence comme métaphore de la transformation physique, mais aussi psychique de l'enfant en adulte, que ce soit dans une atmosphère très American College dans la série Le loup-garou du campus, ou de façon plus traditionnelle dans la série Teen Wolf, adaptée du film du même nom, sorti en 1985. La saga Underworld met en scène l'ancestral conflit entre lycans et vampires, mais va plus loin dans l'hybridation de ces créatures lorsqu'un lycanthrope est mordu par un vampire, devenant alors une créature surpuissante. Grâce au 7e art, la figure du loup-garou est ainsi devenue un classique dans notre imaginaire collectif, et on le retrouve aujourd'hui aussi bien dans des clips musicaux, comme Thriller de Michael Jackson, que dans des publicités pour des sodas ou des barres de chocolat. You're a werewolf. Yes, please. If your face needs layers, so does your chocolate bar. Ou encore comme figure centrale d'un jeu de société.
l'ensemble, l'origine exacte des loups-garous reste mystérieuse et varie selon les cultures et les légendes. Cependant, les histoires fantastiques mettant en scène ces terrifiantes créatures ont fasciné et effrayé les populations depuis des siècles, incarnant aussi bien les peurs les plus sombres que la noirceur des hommes. Plus que jamais représenté dans les œuvres modernes, le loup-garou reste un symbole de l'obscurité et de la nature sauvage, ancré dans l'imagination humaine depuis des millénaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires lugubres des personnages et créatures de la nuit.